il est évident aussi, je prends toujours cette précaution-là, que je ne connais pas, disons, je ne vous connais pas de manière personnelle, ni ne vous connais au niveau, disons, de vos habitudes de travail, ou de vos habitudes de travail dans le milieu syndical, propre à ce que vous faites sur le terrain. Donc mon approche est très macro, si vous voulez, ce qui est un peu paradoxal, puisque ce que je vais vous parler, c'est plutôt du micro, justement. Mais ce que j'ai décidé de faire, à l'intérieur du livre qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est d'essayer de m'adresser aux organisations syndicales du Québec dans leur ensemble. Au départ, j'avais même pensé faire un livre sur le syndicalisme dans une perspective beaucoup plus globale encore, puis finalement, je me suis dit, bon, une fois n'est pas coutume, sois modeste, essaie de te limiter au Québec. Mais même là, on m'a beaucoup reproché, c'est les critiques que j'ai eues la plupart du temps, de ne pas tenir compte des réalités différentes qui existent entre les syndicats, et aussi de ne pas m'être attardé à des questions qui, moi, m'apparaissaient au départ indépendantes de mon propos. Je peux comprendre la pertinence de ces critiques lorsqu'on disait, par exemple, que je ne m'intéressais pas à la durée des mandats ou à des mécanismes, si vous voulez, qui sont propres aux organisations syndicales. Donc, la raison à ça est toute simple, c'est que si vous regardez la structure du monde syndical, si vous regardez la FTQ, si vous regardez la CSN, si vous regardez d'autres organisations syndicales, en fait, je pense qu'il y a des problèmes communs, mais ensuite il y a des différences de fonctionnement qui sont quand même extrêmement importantes. Ça, j'ai pu le vérifier à plusieurs reprises. Il m'est arrivé de rencontrer, par exemple, à l'intérieur des fédérations, des syndicats qui sont à la limite plus puissants que la fédération elle-même. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a parfois des, surtout là maintenant avec ce qui se produit dans le milieu de la santé, vous allez voir des unités qui finissent par avoir plus de poids politique, si vous voulez, que des conseils ou des fédérations. Donc ça, c'est extrêmement important. L'autre chose aussi, c'est que mon propos visait vraiment à être, disons, en amont des problèmes techniques liés au mécanisme de représentation démocratique à l'intérieur des organisations syndicales. D'accord? Donc, quand je dis technique, je ne suis pas en train de dire que c'est mineur. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de travail à faire sur les mécanismes de démocratie représentative à l'intérieur des organisations syndicales. Mais mon propos est pas là. Mon propos est plutôt au niveau de la participation. L'idée, autrement dit, est de dire que si vraiment nous voulons une démocratie syndicale, et si nous voulons une démocratie tout court, on ne peut pas se contenter du simple exercice de délégation et de représentation. L'idée, autrement dit, c'est que oui, c'est vrai, il est extrêmement important que les personnes qui parlent au nom du groupe aient une autorité politique pour le faire. Ça me paraît essentiel. C'est-à-dire qu'autrement dit, une personne qui prétend parler au nom du groupe, elle a vraiment le mandat de le faire. Donc il doit y avoir des mécanismes représentatifs. Mais comment voulez-vous que cette personne parle vraiment au nom du groupe si en fait son mandat lui est donné par une partie très faible ou par, disons, un nombre très restreint de personnes qui sont concernées. C'est-à-dire, autrement dit, si on ne peut pas véritablement savoir si l'organisation parle. L'autre problème aussi, c'est que bon nombre de gens vont d'emblée concevoir que de toute façon, tout est déjà décidé pour eux. Tout est déjà décidé pour eux, ils viennent dans des assemblées générales, ils viennent dans des conseils, tout est déjà prévu. Un peu comme les consultations publiques dont les rapports sont écrits avant même que la consultation ait lieu. Donc, en fait, des gens vont être extrêmement déçus du mode de participation et graduellement vont même être, disons, hostiles à toute forme d'engagement politique ou syndical, tout simplement parce que, d'après eux, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, tout est déjà joué sans qu'ils puissent prendre la parole. D'accord? Alors, je pense qu'on ne peut pas rejeter du revers de la main ce genre de problématique. On ne peut pas dire d'emblée, ceux qui ne sont pas là n'avaient qu'à y être. On doit se poser la question de savoir pourquoi ils ne sont pas là, pourquoi ils ne sont pas là. D'accord? L'exemple paradigmatique, d'accord, que je pourrais vous donner. Un jour, je donnais le même type de conférence à l'intérieur d'un conseil, je ne sais pas lequel, et puis un élu vient prendre la parole, et il y a énormément de critiques qui lui sont adressées. Là aussi, je m'excuserai, je n'irai pas dans le détail, pour éviter d'entrer dans la personnalisation. La manière dont a réagi la personne élue a été la suivante. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à vous faire élire aux prochaines élections. D'accord? Et ça, c'est tel quel. D'accord? Alors, évidemment, quelle a été la réaction de la salle? Eh bien, il y a une espèce de, je dirais pas une espèce de silence, mais une espèce de ouf.
Tu vois, du genre, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autrement dit, pour que j'ai du pouvoir comme militant ou comme militante, il faut que je prenne le pouvoir. C'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas du tout ce que nous avions en tête. Ce que nous voulons, ce n'est pas avoir du pouvoir, ce que nous voulons, c'est avoir la possibilité que la personne qui a une autorité l'ait véritablement, c'est-à-dire qu'elle entende et soit en mesure de réagir par rapport au propos qui est le nôtre. Alors en gros, ce qui est fascinant, c'est que ça renvoie à l'idée selon laquelle, à partir du moment où une personne est élue, elle a autorité, elle a pouvoir, et donc, le seul moyen de faire en sorte que nous puissions contester son propos, c'est contester son élection ou contester son pouvoir. Et ça, c'est absurde. Et c'est exactement de la même manière dont la grande majorité de nos élus fonctionnent. La grande majorité de nos élus fonctionnent essentiellement, quand je parle que ce soit au niveau municipal, au niveau du pouvoir provincial ou fédéral, vont considérer essentiellement qu'une fois qu'ils ont ou elles ont obtenu un mandat, eh bien elles ont la légitimité pour agir et donc ne devraient pas être remises en cause. Ou vont être remises en cause par qui? Par leur père, c'est-à-dire par des gens qui ont des pouvoirs semblables aux leurs, et non pas par des gens qui sont tout simplement leurs électeurs, leurs électrices. Comment vont-ils les séduire? Comment vont-ils réussir à maintenir le contact? Eh bien, essentiellement en faisant les performances. C'est-à-dire que les personnes élues vont se retrouver en situation de performance pour séduire d'une certaine manière leur électorat, mais rien d'autre. C'est-à-dire c'est eux qui vont vers les gens, mais pour essentiellement être dans un acte de séduction, c'est-à-dire faites-moi confiance, donnez-moi davantage de pouvoir, plutôt que d'être à l'écoute. J'en veux pour preuve, tout récemment j'étais avec une tournée du FRAPRU, et qu'est-ce qui est arrivé? On a vu un groupe de politiciens municipaux s'insérer dans une conférence du FRAPRU, nous dire « nous sommes là pour écouter ». Alors on les a tolérés, on a dit « d'accord, vous êtes là pour écouter ». Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont serré des mains, ils ont parlé un peu aux gens, et aussitôt que les témoignages, c'est-à-dire les témoignages de gens qui étaient évincés de leur logement ont commencé, ils sont partis. D'accord? Alors vous imaginez le sentiment des personnes qui n'ont pas de logement ou qui sont dans des situations de précarité extrême. Et là, vous avez des élus municipaux, enfin des personnes qui souhaitent être élues, qui se comportent de la sorte. Alors pour elles, c'est un double affront, si vous voulez. Pour elles, ce que ça signifie, c'est à quel point non seulement les gens, mais les autorités les considèrent pour rien du tout. D'accord? Alors, si on a ce sentiment légitime de la part de gens qui sont dans des situations précaires extrêmement difficiles, alors n'allez pas croire que parce que vos membres sont dans des situations, ne serait-ce que par le fait qu'ils sont syndiqués, qui sont sans commune mesure, c'est-à-dire qu'ils ont des bonnes conditions de travail, des bonnes conditions salariales, etc., que ce sentiment n'est pas partagé. Moi, ce que j'ai pu voir au cours des dernières années, et c'est ce qui m'a amené à... j'ai commencé il y a 5 minutes, c'est bon? Juste pour voir. 10 déjà? 10, bon, je vais juste essayer parce que quand je suis parti comme ça, là, je peux vous faire. Alors, d'habitude, j'ai quelque chose comme des notes qui me rappellent que je dois avoir terminé tel point dans telle minute, tout ça. Là, je pense que la machine est tellement rodée qu'elle part toute seule. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de voir qu'à l'intérieur des organisations syndicales, et moi, c'est ce qui m'a amené à faire ce livre, on a le même type de sentiment. C'est-à-dire, la première fois en fait que j'ai fait une conférence pour les organisations syndicales, c'était justement pour la CSN, lors d'un camp d'hiver. Je pense qu'on appelle ça comme ça, on appelle ça comme ça. Et en fait, c'était à l'époque où j'ai publié mon livre Contre Harper. Donc à l'époque, j'étais, disons, très souvent invité pour parler d'Harper. Puis à un moment, j'en ai eu marre, parce qu'à force de travailler avec les organisations syndicales, je me suis aperçu que j'avais quelque chose à dire sur les organisations syndicales, sans moi-même être dans la logique, dans la mécanique des organisations. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné beaucoup, en fait, de conférences de ce genre-là, mais aussi beaucoup d'ateliers de travail. C'est-à-dire qu'avant d'en arriver à un petit livre rouge d'environ 80 pages, il y a énormément d'ateliers qui ont été donnés, et ce que je vous résume en quelques minutes, j'ai fait des ateliers, par exemple, j'en ai fait un avec le syndicat des postes, un moment qui a duré une journée au complet. On a commencé par parler de la question qu'est-ce qu'un groupe, pour ensuite parler de qu'est-ce qu'un groupe politique, ensuite on a parlé de qu'est-ce que le syndicalisme, et on a terminé par qu'est-ce que le syndicalisme politique. Mais il y avait 100 personnes, dont à peine quelques élus, sinon tous les gens de la base, d'accord, les travailleurs des postes, qui étaient réunis par un beau dimanche ensoleillé. On s'est retrouvés dans un espèce de
sous-sol éclairé au néon. Ça n'avait rien de particulièrement romantique, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a commencé à 9 h et à 5 h, il a fallu qu'on quitte, non pas parce que les gens n'avaient plus rien à dire, mais tout simplement parce qu'il fallait fermer la salle. Donc, en fait, il y a une demande énorme. On pourrait croire, en fait, que le problème des organisations syndicales et le problème de nos démocraties en général dans l'espace social, c'est un manque de mobilisation. En fait, le vrai problème, c'est que lorsqu'il y a volonté de mobilisation, elle n'est pas canalisée. Elle n'a pas de lieu où s'incarner. Et ça, c'est un véritable problème. On pense qu'il y a un manque de mobilisation lorsqu'on dit on fait un rassemblement et on a du mal à faire venir nos membres. Ou alors on fait des assemblées générales et on a du mal à réunir nos membres. Mais entre vous et moi, on ne peut quand même pas dire qu'une assemblée générale soit le lieu le plus sexy, le plus excitant de la délibération. D'accord? La plupart du temps, qu'est-ce qui va se produire dans une assemblée générale? C'est qu'en général, ce qu'on fait justement, c'est entériner des décisions ou voter sur un certain nombre de choses, mais l'espace de la discussion est relativement restreint. Et c'est normal. Une assemblée générale, c'est fait pour décider. Ce n'est pas un lieu de délibération à proprement parler. Il peut bien sûr y avoir des instances comme celle-ci où on va inviter un conférencier. Il peut y avoir aussi, au moment de l'assemblée générale, on va décider d'avoir une espèce d'événement sandwich là, qui permet qu'entre une série de trucs techniques, on fait passer un petit quelque chose d'intéressant. Mais on sait bien que l'assemblée elle-même n'a pas été convoquée pour la partie intéressante ou la partie intellectuelle où on va discuter. L'Assemblée a été convoquée pourquoi? Pour qu'il y ait des décisions qui soient prises. D'accord? Donc je ne dis pas que doivent disparaître des instances officielles, des éléments comme celui qu'on est en train de faire. Ce que je dis, c'est qu'il devrait y avoir beaucoup plus de lieux où ce genre d'activité, d'accord, se développe et soit organisé non pas simplement par des gens qu'on invite, mais par des gens sur place. Le genre d'atelier auquel je pense, moi je suis convaincu qu'une fois que j'ai donné des ateliers avec des gens sur démocratie syndicale et activisme politique, si on veut appeler ça comme ça, c'est pas très difficile pour la plupart des gens qui ont participé ensuite de refaire exactement le même type d'atelier, sans moi, ailleurs, dans leurs unités. Mais il y a aussi, le problème est que ce qu'on essaie de faire par là, c'est de favoriser vraiment une culture du débat public. D'accord? Quand des gens, essentiellement, sont amenés à utiliser leur intelligence dans des lieux comme des assemblées ou des espaces décisionnels, alors l'intelligence, elle est déployée à quoi au juste? Elle est déployée de manière purement stratégique. C'est-à-dire, si vous venez à une assemblée ou si vous venez à un endroit et l'on vous demande de réfléchir sur la position X et la position Y, si vous avez un mandat pour la position Y, vous allez employer votre intelligence à quoi? À trouver les stratégies adéquates pour que la position X plutôt que la position Y soit développée, soit votée. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'espace de démocratie représentative, comme c'est un lieu essentiellement décisionnel, ce qui est normal, on doit prendre des décisions. Mais l'intelligence, elle est appelée à quoi? Elle est appelée surtout dans une logique, je dirais, stratégique. En gros, c'est tu as une fin, tu cherches les moyens adéquats, légitimes, de pouvoir y arriver. Mais pendant ce temps-là, tout ce qui est de l'ordre de l'imagination politique, si on veut employer un grand mot, tout ce qui est de l'ordre vraiment de développer des options pour l'espace démocratique, tout cela est mis de côté. Où va être réfléchi par des instances locales, des comités, ou ce genre de choses. Ce qui est aussi nécessaire. Mais en même temps, on se dit, c'est quand même fascinant, il y a tellement de gens intelligents, tellement de gens passionnés dans le milieu syndical, comment se fait-il, d'accord, que malgré tout, on soit toujours confronté au même type de problème de mobilisation? Comment se fait-il qu'on soit confronté aux mêmes, disons, déceptions? Et surtout, comment se fait-il qu'on soit confronté à une espèce de logique où le syndicalisme devient, d'une certaine manière, une grande entreprise de gestion de conventions collectives? D'accord? Alors, là, je vais être bien clair là-dessus. Je suis bien conscient du fait que la réalité des organisations syndicales aujourd'hui fait en sorte que votre pouvoir d'action est très limité. Et que déjà, pour la plupart d'entre vous, réussir à gérer des conventions collectives, c'est-à-dire à faire en sorte qu'elles soient respectées, est déjà un exploit en soi. Je suis bien conscient que, surtout avec les événements récents, organiser même des assemblées générales devient une espèce de défi logistique. Donc je suis bien conscient de tous les problèmes.
Et dans mon livre, j'ai essayé de mettre de côté ce que j'appelle les obstacles externes au syndicalisme, d'accord, pour me prononcer davantage sur les obstacles internes au syndicalisme. D'après moi, j'ai tout un autre projet de livre, notamment sur le droit de grève. Je pense que le droit de grève devient de plus en plus une fiction juridique, d'accord, le vrai droit de grève devient de plus en plus quelque chose qui échappe à nos réalités. Je pense que bientôt le droit de grève va être quelque chose qu'on va retrouver dans les codes de droit, mais on ne verra plus de grève, pour ainsi dire. Je pense qu'il y a énormément d'obstacles externes au syndicalisme. Mais il y a aussi des problèmes internes. Et les problèmes internes viennent du fait que, dans une certaine mesure, on a fini par intérioriser des problématiques, d'accord, et faire comme si on n'avait pas le choix. Donc on a fini par exemple, pour bon nombre d'organisations syndicales, croire que, puisque de toute façon, il faut gérer les conventions collectives, puisque de toute façon, il y a un certain nombre de représentations sur le plan sectoriel qui doivent être faites, alors cela épuise déjà la mobilisation des gens, et on ne peut pas en demander plus. Moi, ce qui est paradoxal, c'est que je sais que vous êtes dans une situation où c'est difficile de vous en demander plus, mais c'est le seul moyen, à mon avis, de faire en sorte que le syndicalisme survive. Moi, je suis très, disons, je suis pas très optimiste pour la suite des choses. Ça ne veut pas dire que je suis désespéré, d'accord? Souvent, quand les gens vont me dire « est-ce que vous êtes optimiste ?» je dis « ça ne fait pas partie de mon vocabulaire militant ». Quand vous voyez des gens qui sont dans une situation de déni de leurs droits, eh bien, vous ne vous posez pas la question « est-ce que je vais réussir à les sauver ?» D'accord? Ce que vous faites, c'est que vous dites « je vais faire ma part, je vais essayer de faire ma part pour que justice leur soit rendue ». Donc, je pense que dans le milieu syndical, il y a un vecteur de solidarité sociale qui est extraordinaire, mais qui reste sous-utilisé en grande partie parce que justement, nos adversaires ont tout fait pour vous occuper tellement que d'une certaine manière, la mission politique du syndicalisme finit par être marginalisée. D'accord ? Encore une fois, je le dis en tout respect, je ne crois pas que le syndicalisme soit purement corporatiste. Ce n'est pas mon propos. D'accord ? Le problème, c'est que tout est fait pour pousser le syndicalisme vers la voie du corporatisme. Au point où, en fait, lorsque vous devez vous-même défendre les missions politiques du syndicalisme, alors vos membres, très souvent, vont vous dire « vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là essentiellement pour faire valoir, faites votre job, c'est-à-dire faire en sorte de protéger mon intérêt. » D'accord ? Au point où une grande partie des membres ne considèrent même plus la question de l'intérêt collectif. Ils y voient d'abord et avant tout une question de leur intérêt. Je paie pour un service. D'accord ? Au point où, comme je le dis dans mon livre, on pourrait très bien imaginer des espèces de firmes d'avocats qui gèrent les conventions collectives et qui n'auront pas à l'esprit les préoccupations d'intérêt collectif au sens politique du terme. Ce qu'ils vont avoir à l'esprit, c'est essentiellement, est-ce que le contrat, disons, avec l'assureur, d'une certaine manière, est respecté. D'accord ? Or, si on veut vraiment faire valoir la mission, l'intérêt collectif du syndicalisme, alors ça suppose une politisation de celui-ci, qui existe déjà. L'exposé qui a précédé en est la preuve. Il y a déjà énormément de liens qui sont faits entre le milieu syndical, le milieu communautaire et d'autres milieux d'activité politique. En même temps, ça apparaît toujours, disons, périphérique. C'est pas mis de l'avant-plan, ou lorsque ce l'est, ce sera justement sur des questions de démocratie représentative. Il va y avoir des débats infinis sur comment agir au moment des élections. Est-ce que les organisations syndicales doivent appuyer tel ou tel parti, etc., etc. Alors que pendant ce temps-là, il y a des débats de société qui pourraient être menés à l'intérieur des organisations syndicales, d'accord, et qui pourraient être aussi animés par des organisations syndicales, mais pas simplement par les organisations dans leur ensemble, c'est-à-dire par exemple les conseils ou les fédérations, mais vraiment dans les unités. Je pense que le travail que je vous propose au sujet de la démocratie participative, il est à voir vraiment sur le terrain. Alors, c'est facile de dire ça, de dire il faut retourner sur le terrain. C'est ce qu'on dit sans arrêt, c'est ce que vos élus vous disent sans arrêt, il faut revenir sur le terrain, etc. Alors, c'est bien facile à dire. Le problème, en fait, c'est pas tellement que les fédérations ou les élus retournent sur le terrain. Le problème, en fait, c'est la possibilité pour le terrain, c'est-à-dire pour les gens, d'avoir voix au chapitre.
Très souvent, on va penser que le meilleur moyen de rendre transparente une organisation syndicale, c'est de faire en sorte que ceux et celles qui sont élus soient présents, aillent serrer des mains. Exactement la logique syndicale. Pardon, la logique politique, lapsus. On se retrouve dans un scénario où vous allez avoir, on va me dire, ah oui, mais tel président est allé sur les lieux, il a serré des mains, il a parlé aux gens. J'ai dit, oui, d'accord, il a parlé aux gens, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il parle aux gens, c'est que les gens puissent lui parler. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire comment faire en sorte que qu'il y ait une véritable possibilité d'interaction et de dynamique d'échange à l'intérieur des organisations syndicales et que cela puisse avoir un effet ensuite sur la structure dans son ensemble. Parce que c'est très important que si jamais il y a davantage de participation à la base et que si celle-ci est essentiellement une espèce de, comment dire, une manière d'expulser les problèmes, hein, du genre une soupape. On dit on va faire davantage d'activités de participation à l'intérieur des organisations, comme ça la frustration va passer à la base, mais elle ne remontera jamais au sommet, si j'ose dire, elle ne remontera jamais vers les élus. Alors ça c'est un autre problème, parce que là vous allez avoir une double frustration. Quand vous avez des gens qui sont mobilisés et qui sont dans une dynamique de participation, et ensuite vous leur dites c'est bien beau tout ça, mais la récréation est terminée, maintenant il faut passer par les instances, il faut respecter le processus, etc. Alors là il y a un moment où il dit mais enfin, pourquoi est-ce que je joue dans ce jeu-là? Donc, l'idée ici, c'est que je pense qu'il y a un travail politique à faire au niveau de la participation publique et il peut être fait de plusieurs manières. Dans mon livre, je vais aller très vite, parce que d'habitude je peux prendre encore 3 jours pour vous expliquer ça, mais là je l'ai fait en 70 pages, je peux le faire en 5 minutes. Dans 5 minutes? C'est bon? Oui. Alors, dans mon livre, ce que j'essaie de faire, c'est d'abord de voir quels sont, à mon avis, les problèmes internes du syndicalisme. Puis vous allez voir que c'est directement lié à la question de la participation. Je pense que le syndicalisme, en fait, souffre d'un problème de juridisation. C'est-à-dire qu'essentiellement, maintenant, la voie la plus pratique pour bon nombre d'organisations syndicales pour résoudre notre conflit n'est plus une voie politique, mais d'abord et avant tout une voie juridique. Donc vous allez avoir beaucoup de gens, il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être donnée, en gros, je dirais, aux avocats, avec raison aussi, c'est pas comme si j'étais en train de balayer ça du revers de la main, mais il y a énormément de problèmes très techniques, d'accord, qui demandent des vraies compétences et qui font en sorte que le militant ou la militante n'y comprend plus grand-chose. C'est-à-dire, il finit par oublier les principes de base du syndicalisme, et c'est ce qui va engendrer des frustrations, notamment, par exemple, lorsqu'il s'agit de déclencher une grève, ou lorsque, par exemple, est intervenue la problématique de la grève sociale. Bon nombre de gens ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles les organisations syndicales n'allaient pas vers la grève sociale, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas les informations qui leur permettaient de voir qu'est-ce que ça veut dire juridiquement la grève sociale. D'un autre côté, les organisations syndicales, parfois, ont fait la sourde oreille à des mandats qui leur étaient donnés, et ce qui a éveillé, ils ont éveillé, même suscité, plus que des soupçons, de la colère de la part de nombreuses organisations. Ce qu'on peut voir aussi, c'est la manière dont le syndicalisme, effectivement, va vers une forme de corporatisme lorsqu'il se focalise sur des questions de gestion de conventions collectives. Moi, j'ai souvent dit, en fait, que les patrons sont ravis d'avoir les organisations syndicales. Pourquoi? Parce qu'ils font une partie de la gestion des relations de travail, sans que le patron ait besoin de s'en mêler. Et en fait, le patron, lui, ne prend pas le blâme. C'est l'organisation syndicale qui prend le blâme de tous les problèmes de relations de travail. Pourquoi? Parce que l'organisation syndicale est mise en position d'avoir à gérer finalement des relations de travail par l'intermédiaire de la convention collective. Et le patron, il est mort de rire parce que essentiellement le blâme ne tombe jamais sur lui, alors qu'au départ, les conditions de travail sont imposées par une structure qui est celle de l'employeur. Alors, il y a d'autres problématiques internes. Je pense aussi qu'il y a un problème, disons, de vision hiérarchique des choses. Là, ça conduit aussi, ça demande à être nuancé selon le type d'organisation syndicale. Je pense aussi qu'il y a un problème de la manière dont on conçoit la démocratie à l'intérieur des organisations syndicales. Et ma réponse à cela, c'est de dire que, en fait, c'est une problématique qui est générale, c'est-à-dire elle n'est pas seulement propre aux organisations syndicales. Sauf que si, à l'intérieur des organisations syndicales, se développent des mécanismes de démocratie participative, on peut espérer que ça va avoir un effet sur l'ensemble de la société. Donc, la raison pour laquelle je m'adresse aux organisations, c'est que je pense que vous avez des moyens d'action pour organiser beaucoup plus d'événements,
beaucoup plus de dynamique de participation, de manière telle à ce que c'est un effet sur l'ensemble de la population qui verra le syndicalisme autrement, comme on en parlait tout à l'heure. Mais ça aura aussi un effet sur vos membres qui seront moins en réaction par rapport à ce type d'initiative. Alors qu'est-ce que ça veut dire, des organisations ou organiser des activités de démocratie participative? Ça peut se vérifier sur plusieurs plans. Ça peut se vérifier par le fait, tout simplement, qu'on essaie de s'interroger sur des questions fondamentales que parfois on néglige parce qu'on fait comme si elles allaient de soi. Faire un atelier sur qu'est-ce que la démocratie, c'est pas si rêveur que ça. Quand j'ai fait l'atelier sur le syndicalisme politique et que j'ai commencé avec le syndicat des postes en disant qu'est-ce qu'un groupe, l'exécutif me regardait en disant mais attends, là, on n'a pas l'habitude de faire ça, on ne va quand même pas passer 1h30 à discuter sur qu'est-ce qu'un groupe. Là, je peux vous dire qu'il a fallu arrêter la discussion, pas parce que les gens n'avaient rien à dire, tout simplement parce qu'on voyait en ébullition plein de gens réfléchir sur quelque chose qui était très général, qui ne les concernait pas directement, mais qui les amenait justement, parce que c'était une voie indirecte d'aborder les choses, à prendre possession de leurs moyens intellectuels, d'une certaine manière. C'est un peu, quand vous voyez ce genre de délibération, ce que vous voyez, c'est que c'est des gens qui, règle générale, n'interviennent pas, mais parce que le débat devient très intéressant, oublient leur timidité, interviennent, vont essayer de dire des choses, et là, tout le travail, c'est de faire en sorte que se construise en quelque sorte un récit, c'est-à-dire qu'on n'aille pas dans une discussion qui va dans tous les sens, mais qu'on est capable de mettre les morceaux en pièces pour voir qu'est-ce qui s'est dit exactement. Ça, oui, il y a un travail d'animation à faire. Mais sinon, ce que ça suppose essentiellement, c'est des gens qui sortent de ce genre de rencontre avec un très grand sentiment de fierté, et surtout, vraiment, la notion d'empowerment, là, devient particulièrement pertinente, parce que c'est des gens qui n'auraient pas intervenu et qui sortent de là et qui se disent, bon, ben, c'est la dernière fois maintenant que je vais être gêné d'intervenir, parce que j'ai des choses à dire. C'est tout simplement, c'est pas parce que je ne les ai pas exprimées jusqu'à maintenant que je n'avais rien à dire. Ça signifie aussi d'autres types d'activités. Je pense notamment à la question culturelle. Un des problèmes que nous avons, et je le dis de nombreuses reprises, je pense écrire là-dessus, c'est qu'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal avec des activités de réflexion fondamentale, c'est que c'est pas dans notre culture, tout simplement. C'est pas dans notre culture. On dit souvent les Québécois n'aiment pas la chicane. C'est pas vrai. Les Québécoises aiment que la chicane. Ils n'aiment pas discuter. Il y a une différence. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les médias? Quand on dit « Ah, on n'ose pas aborder les grands enjeux », on fait que ça, aborder les grands enjeux, mais toujours de manière polarisante. Quand les médias vont interroger des gens comme moi, ça va être en général, ils vont nous poser la question, êtes-vous pour ou contre? La question est mal posée, alors ils me disent, ah oui, on va faire un philosophe, la prochaine fois on les invite plus. Pourquoi? Parce que si tu commences par dire, écoutez, je pense qu'il y a un problème avec la question, parce qu'elle amène simplement à deux types de réponses. Or, les deux types de réponses sont fausses. Ce qui pose peut-être un problème sur la question elle-même. Si les deux options qui se présentent à nous apparaissent fausses, ou infondées, peut-être que c'est la question qui pose problème. Et combien de fois vous allez voir les débats politiques orientés à la manière de sondage? C'est-à-dire en gros où on peut cocher oui, cocher non. D'accord? Or, qu'est-ce qu'on attend d'une démocratie? Ben, on attend d'abord et avant tout d'une démocratie, ça pense. C'est pas vrai que la démocratie, c'est uniquement un processus légitime parce que chaque personne a voix au chapitre. Parce que sinon, ça voudrait dire que je pourrais, par exemple, sur une décision qui vous appartient, on dire, tiens, vous voulez quoi un processus légitime? On va tirer à pile ou face. Tout le monde a autant de chances de gagner. Imaginons qu'il y a deux options, on dit pile ou face, on vote, tout le monde a autant de chances de gagner. C'est légitime. Mais est-ce que vous accepteriez une telle chose? Vous diriez, bah, c'est un peu bizarre, il faut vraiment que les deux options se votent pour qu'on les tire à pile ou face. Comment en arrivons-nous à prendre un choix plutôt qu'un autre? En réfléchissant. Et comment peut-on réfléchir? En se donnant des espaces qui permettent la réflexion, qui permettent la discussion, même si ça demande du temps. Et je pense que c'est ça le plus difficile, en fait. C'est d'accepter que la réflexion demande du temps, et demande des espaces, et demande des lieux de travail. Alors ça peut se vérifier sur le plan de la culture par exemple, des soirées. Très souvent, on dit les organisations syndicales vont penser à des soirées qui leur permettent, disons, de mobiliser les membres, faire un barbecue, des soirées, disons, autour d'un événement sportif ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est complètement disparu de l'univers syndical, c'est des soirées qui vont se faire, par exemple, sur des questions
ça peut être un roman, ça peut être un film, ça peut être une question musicale. Pourquoi? Parce qu'on dit « Ah non, mais là, c'est pas ce qui intéresse nos membres d'emblée ». De la même façon que les médias publics ont décidé que la culture, on n'en parlait plus. Ou alors quand on en parle, ce sera pour inviter 3-4 personnes qui vont rire pendant 20 minutes au lieu de parler pendant 5 d'un sujet sérieux. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire pour... Qu'est-ce que peut faire le monde syndical pour cela? Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Moi j'ai fait des soirées de discussion autour des films de Ken Loach, un réalisateur britannique qui montrait comment le monde syndical avait collaboré d'une certaine manière à la dérive de l'État social, c'est-à-dire comment le syndicalisme avait créé l'État social britannique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mais comment ensuite il s'est retourné sur lui-même au moment de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, et comment l'État social en Grande-Bretagne a été démonté en l'espace de quelques années. Et ce qui était magnifique de ce film-là, c'est de voir comment le syndicalisme avait contribué à la construction de l'État social, et un État social extraordinaire, avec un vrai réseau de transport public, un vrai système d'éducation, un vrai système de santé publique. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qu'il en reste en Grande-Bretagne, il n'en reste plus rien. Et ça s'est fait extrêmement rapidement, et ça s'est fait notamment avec la collaboration des organisations syndicales. Il y a eu aussi des milieux de résistance, et c'est extrêmement important. Donc, je pense qu'il y a plein d'activités de ce type qui peuvent être faites, et qui au départ vont sembler, disons, je termine là-dessus, du luxe. On va se dire, écoutez, c'est très beau ce que tu nous proposes, Christian, mais ça c'est si on avait le temps. C'est un peu comme si le monde syndical, là, vous me le direz jamais tout haut, d'accord? Mais ce que j'ai comme réponse tout bas, c'est, Christian, c'est magnifique ce que tu nous proposes, hein, le syndicalisme militant. Très souvent, les organisations vont revenir sur des slogans du genre renouveler le syndicalisme, etc. Il y a un type qui m'a déjà dit, moi, ça fait 30 ans que j'entends ça, renouveler le syndicalisme. Ça ne m'intéresse plus maintenant, j'essaie juste de le faire fonctionner. Mais c'est un peu comme si au final on disait, le syndicalisme politique, là, c'est une contradiction dans les termes. Le syndicalisme va être le syndicalisme point barre. Ne va pas être le syndicalisme politique. Et pour moi, si le syndicalisme n'est pas politique, c'est-à-dire si le syndicalisme n'est pas un lieu de réflexion et de culture politique, alors c'est plus du syndicalisme. C'est pas vrai que parce que vous réussissez à faire votre job, c'est-à-dire gérer les conventions collectives, vous réussissez à faire du syndicalisme. Je pense que le syndicalisme en fait quelque chose qui est capable de beaucoup plus, qui a été capable de beaucoup plus, et qui est vraiment un vecteur de transformation sociale. Et Dieu sait qu'on a besoin de vecteurs de transformation sociale en ce moment, parce qu'on assiste au Québec à un double repli. Un repli identitaire comme on ne l'avait jamais vu, d'accord? Et un repli néolibéral comme on ne l'avait jamais vu. Et les deux font semblant de lutter par des partis opposés l'un contre l'autre, mais les deux vont ensemble. Et ce qu'on a vu à l'époque Harper, c'était précisément ça. Il y a eu un moment dans l'histoire canadienne où il y a un gouvernement qui a compris que le meilleur moyen d'associer les droites, une droite conservatrice et une droite néolibérale, c'est de les fusionner. Ils ont eu le temps de faire quand même beaucoup de ravages dans nos démocraties. Et le mouvement syndical a été parmi les premiers visés, parce qu'on savait très bien la capacité d'obstruction que représentait le mouvement syndical. Rappelez-vous à quel point le gouvernement conservateur était féroce contre le milieu syndical. D'accord? Eh bien, moi, je n'ai absolument aucune inquiétude de voir des partis au Québec faire exactement le même genre de manœuvre, d'accord, à la sauce québécoise, mais ce qu'on voit en ce moment, c'est l'État social recule sur tous les fronts, et la question identitaire, elle augmente. Tout ça pour nous préoccuper sur des objets, pendant ce temps-là, des personnes se trouvent démunies. Des programmes comme le revenu minimum garanti va faire en sorte que des gens vont se retrouver avec à peu près rien pour survivre. Alors là, les organisations syndicales doivent être là, à la condition qu'elles se mettent ensemble pour réfléchir à des questions qui échappent à la périphérie, si vous voulez, des strictes activités syndicales. J'ai été beaucoup trop long, je m'en excuse. Alors, merci, puis je suis prêt à recevoir vos commentaires et